Tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux? Informe-toi surtout sur lehockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur lehockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25 $ sur ta prochaine facture. ebox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé. Patreon.com/TSLH podcast. Bon podcast! Présentation de tout sur lehockey.com. Vous avez regardé les matchs en fin de semaine du camp des recrues. On va faire une belle discussion là-dessus. Camp du CH qui se termine, des recrues en fait, qui se termine avec une défaite en tir de barrage et une défaite en temps régulier contre les espoirs des Maple Leafs. Pascal, ton appréciation globale des performances des espoirs du Canadien, puis peut-être même aussi des espoirs des Leafs, tant qu'à en parler. Ouais, ben, ça a fait du bien de voir des espoirs familiers un peu sur la glace au Centre Bell, de voir la défensive aussi, le futur. En tout cas, quatre des principaux morceaux de la future défensive des Canadiens de Montréal, mais tu sais, c'est pas des matchs qui confirment rien. J'ai vu pas mal de genre, ce match-là me confirme que X espoir, il va devenir c'est correct, là, ça doit juste... Pour ce genre de match-là, il faut juste que tu te concentres sur le match et non pas nécessairement sur des projections. Ça sert absolument à rien, des projections. Mais c'était quand même le fun de voir des espoirs performer quand même. Là, répondre pas nécessairement à répondre aux attentes. Mais, Hudson a été Hudson, Mailloux a été... En fait, Mailloux, je pense que c'est le joueur de tout que j'ai aimé son match le plus, mettons. Là. Mais j'ai juste apprécié le show. Puis ça devait être le fun aussi pour les kids de jouer devant 21 000 personnes qui trippaient vraiment beaucoup. Ça fait différent d'habitude, là, c'est comme devant 400, 500 personnes à Buffalo. Là. Ouais, bah ça, j'ai vu. Quand même une belle expérience. Là. Même pour les Leafs, j'imagine que il y a beaucoup de ces joueurs-là qui font pas jouer devant ce grand nombre de partisans-là encore. Là. Fait que ça devait être une très belle expérience. Ouais. Étiez-vous surpris, les boys, que les espoirs du CH soient pas en mesure de décrocher une victoire? Ou tu sais, je comprends, faut pas qu'on cède à la panique, là. Mais étiez-vous surpris quand même que le CH soit pas en mesure de au moins prendre une victoire aux espoirs des Maple Leafs? Vas-y, Greg, tu peux y aller. Ben, avant le début, je m'attendais honnêtement à ce qu'on soit la meilleure équipe. Puis je pense qu'on a été la meilleure équipe. Je pense pas que, comme tu as mentionné, je pense pas que c'est quelque chose qu'on doit paniquer. Je panique pas à propos de ces deux défaites-là. Je pense que si on avait... C'est facile à dire, là, puis c'est pas, le blanc ne lui revient pas du tout. Mais je pense que devant le filet a fait une grande différence aussi. Là. Je pense que si ça aurait été intéressant, mettons, de voir un gars comme Dobes, comment ça aurait affecté la tournure des événements. Mais je pense que on a été la meilleure équipe. Je m'attendais à ce qu'on soit la meilleure équipe.
je suis surpris un peu qu'on n'ait pas été en mesure de gagner aucun des deux parties, mais en même temps, je pense que c'est pas la fin du monde, vraiment. Là. Non, moi aussi, j'aurais aimé ça, mais tu sais, le gardien de but, oui, mais tu sais, la défensive en général, tu sais, tu voyais que la chimie n'était pas toujours là. Tu sais, le début des matchs, c'était jamais vraiment facile. Pas pour rien que les Canadiens, justement, tiraient souvent de l'arrière, mais ils revenaient. Fait qu'il y a ça au moins qu'il y a une petite partie de caractère qui n'a pas été déplaisante, mais tu sais, tu voyais que la relance, ça allait bien et tout, mais dès qu'il y avait de la pression pour la relance, tu sais, ça tournait longtemps dans la zone des Canadiens, puis c'était difficile, puis là, ils pognaient des pénalités. Fait que, tu sais, il y a ça, que c'était pas facile, tu sais. Hudson Mailloux, on l'a questionné aussi, tu sais, le monde se le questionnait, c'est deux gars offensifs, mais tu sais, ça leur a permis de travailler le timing, de jouer avec un gars offensif aussi, donc qui va appuyer l'attaque et qui se donne vers l'offensive. Et c'est pour ça que j'ai aimé beaucoup Mailloux, qui avait de la misère avec ça l'année passée, qui a joué avec Norlinda. C'est sûr, Norlinda, c'est comme si tu avais une épine dans le pied, là. Mais tu sais, avec Hudson, puis je trouve qu'il a joué une bonne game défensive quand même, de laisser Hudson aller, puis de vraiment plus s'occuper de la défensive. Puis Engstrom, même Rainbacker, tu sais, Rainbacker, il y a quoi? Il y a 10 matchs sur une patinoire nord-américaine. Engstrom, il n'avait jamais. Fait que tu sais, c'est deux Européens qui ont joué ensemble, puis ça n'a pas été toujours facile au niveau de la communication et tout. Mais c'est normal. Tout était normal. Fait que tu sais, ça aurait été le fun. Puis avec tu sais, l'offensive, il manquait un peu de talent offensif, comme on le sait, tout le monde le sait. Là. Comparativement à Cowan puis Minton, que c'était quand même deux gars offensifs assez intéressants pour cet âge-là. Fait que, pas nécessairement étonné, j'aurais aimé ça, mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est le caractère de revenir de l'arrière les deux matchs. Là. Ça c'était vraiment intéressant de voir ça, là, qui est à l'image des Canadiens en général sur la glace en ce moment. Il y a eu des affirmations avant la tenue de ce match-là, puis je suis curieux de t'entendre, Pascal, là-dessus. Le quatuor en défensive, tu en as parlé. Les attentes avaient été quand même placées très hautes au niveau de Mailloux, Rainbacker, Hudson. Et là, le quatrième m'échappe parce qu'il est tard puis j'ai travaillé toute la journée. Engstrom? Mais Engstrom, voilà. C'est Scott Wheeler qui mentionnait que c'était le meilleur quatuor d'espoir qu'il avait vu depuis très longtemps dans un camp des recrues. Est-ce que les attentes étaient peut-être trop gonflées envers ce quatuor-là? Ben, c'est toujours ça le problème, c'est les attentes. Comme j'en ai parlé aujourd'hui pour Rainbacker, que, mettons, Georges Larac a mentionné que il était invisible dans un match des recrues, c'était impardonnable, puis il doit se ressaisir. Ça peut. Rainbacker a joué comment Rainbacker est capable de jouer. Fait que si tu t'attends à ce qu'il soit Lindstrom ou bien qu'il soit Yossi, mettons, c'est pas ça, Rainbacker. Oui, il a été repêché 5e, mais ça, c'est le problème des Canadiens de Montréal d'avoir repêché 5e. C'est pas le problème de Rainbacker. Astor qui est dans l'équipe. Faut que tu te concentres sur le joueur et non pas sur son rang de sélection. C'est juste le problème de l'organisation, ça, pour rentabiliser ses assets. Là, il faut juste voir sa progression à lui. Est-ce qu'il va donner un 3, un 2, un 1, un 4? Pour l'instant, je pense que 3, c'est assez réaliste. 2, ça pourrait arriver, mais t'as peu. Mais de s'attendre à ce qu'il produise, qu'il y ait un slap de la mort, qui plaque tout le monde. C'est pas ça, Rainbacker. C'est juste un gars vraiment fiable qui fait le bon jeu. Fait que oui, je crois que les attentes sont vraiment trop élevées là, pour les quatre. Engstrom, il est comme un peu le petit frère de tout le monde. C'est-à-dire que pas beaucoup de monde, je pense, qui l'ont vu jouer. Ils ont peut-être plus lu sur lui, puis la plupart du temps, c'est élogieux, parce qu'il a quand même été bon dans la CHL. Mais il faut quand même se calmer. Là. Il y a une bonne historique de défenseurs suédois qui ont de la misère à faire le saut, justement, à cause de la grandeur des patinoires. La Finlande, c'est un peu plus petit qu'en Suède. Puis la Russie aussi, c'est plus petit. Mais en Suède, c'est vraiment des grandes patinoires. Fait que, il faut vraiment s'attendre à ce que ça soit dur quand même pour lui, là. Surtout s'il joue avec Mailloux ou Rainbacker. Ben, Mailloux, c'est parce qu'il est plus offensif, là. Mais Rainbacker, c'est ça, faut qu'il apprenne la game, là. Fait que on se calme. Puis Hudson, ben, c'est juste Hudson. Parce que tout le monde, on a peur d'avoir peur des fois à Montréal, surtout avec les espoirs, parce que justement, il y en a beaucoup qui ont busté. Mais pour Hudson, on voit toutes les skills, là. Mais le monde voit la grandeur, puis le jeu défensif, il pourrait être déficient un petit peu. Fait que, les attentes envers Hudson sont vraiment hautes, mais on pardonne beaucoup de choses. Fait que moi, j'ai aucun doute sur Hudson.
Mais il faut quand même pas espérer que ce soit Quinn Hughes en dedans de 2 ans. Là. Fait que, voilà. Dans ton cas, Greg, comment tu as trouvé la performance de ce quatuor-là? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Es-tu pas mal dans le même sens que Pascal à ce niveau-là? Ouais, mais tu sais, pour commencer, je m'attendais à ce que Hudson puis Mayu aient l'air d'une classe à part. Puis je pense qu'ils se sont démarqués dans la partie. Je pense que déjà, je savais qu'il était Rainbacker. C'est le genre de joueur dont, malheureusement, on va juste parler quand il joue mal, genre visiblement. Les bonnes parties de Rainbacker, on va pas beaucoup l'avoir vu. C'est tout le contraire de Hudson, de qui on s'attend à quelque chose. On s'attend à se lever de notre siège quand on le regarde. Puis si on le voit pas pendant une partie, comme on va un peu rester sur notre fin. Rainbacker, c'est pas ce genre de joueur-là. C'est le genre de joueur qui, dans le meilleur des mondes, va jouer en fin de partie avec un Goulet quand il reste 30 secondes, puis il faut qu'il protège une partie, un avance. Je pense qu'il n'y a rien de flashy dans le jeu de Rainbacker. Même Goulet, j'ai l'impression que par son patin, il sort du lot un peu, puis il est un peu plus flashy. J'ai l'impression que Rainbacker, il est juste solide dans tout. Il se démarque par sa fiabilité plus que par tous ses atouts. Il n'est pas mauvais à rien, mais il est pas. J'ai pas l'impression peut-être que vous avez un point de vue différent, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un attribut vraiment qui est élite ou qui le sépare de tous les autres espoirs. Et les décisions en relance, probablement que je te dirais, là, vraiment qu'il démarque pour sa catégorie d'âge, ça serait récupération de rondelles, puis identifier qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour faire progresser le jeu. Je pense que niveau capacité, c'est pas mal sa capacité la plus forte. Mais est-ce que c'est la capacité aussi forte que toutes les autres, que c'est élite par rapport à d'autres dans les salles de hockey? C'est ce qu'on va découvrir très bientôt. C'est pas aussi en général la capacité qui est, comme je dis, la plus flashy. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Il n'y en a pas de ça. Mettons, le Goulet, il va être derrière son filet, il va prendre 3 enjambées, puis il est rendu au milieu de la patinoire. Ouais. Ça saute aux yeux. Watson qui danse à la ligne bleue. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de Rainbacker qui, pour quelqu'un qui suit de plus loin, qui va être comme wow, c'est ce gars-là, il sort du lot. C'est pas le genre de joueur qu'on va sortir du Centre Bell et qui vont être comme wow, quelle partie extraordinaire de Rainbacker. Si on parle pas de lui, c'est parce qu'il a fait sa job. Quel bon bâton. C'est ça. T'as raison. L'année passée, il a fait son premier but dans la Ligue américaine, a été très très beau. C'était un highlight reel tout simplement, mais faut pas s'attendre à ça à tous les soirs de Rainbacker. Au contraire, on peut se satisfaire de ça, mais faut pas que ce soit dans la récurrence. Là, ça sera pas à tous les soirs qu'il va faire ça. C'est pas comme Commissarek, là. C'est pas comme Commissarek qui regarde vraiment dans le négatif, parce que je veux dire. Là. C'est pas genre, il fera jamais des beaux buts, c'est pas ça qu'on dit, c'est juste que c'est juste un joueur de hockey qui va faire sa job, peu importe où tu vas le mettre. Fait que faut slacker aussi les attentes. Oui, il a été repêché 5e overall, mais ça, c'est le passé, c'est le futur qu'il faut regarder. Je me doute un peu de vos réponses. Je vais commencer avec toi, Greg. Des surprises lors de ces 2 matchs-là des Canadiens contre les Maple Leafs? Je pense que les surprises, on en a parlé, j'en ai parlé très rapidement. Je pense que Mayu, Hudson ont vraiment. C'est les joueurs, selon moi, qui ont le plus sorti du lot. Je pense que Beck a connu une première partie bonne, puis la deuxième partie, il se démarquait encore plus. J'avais l'impression que son trio c'était un peu réveillé après une première game un peu plus difficile. Je pense que, vu qu'à cause des propos de Croteau, je m'attendais un peu à ce que. J'avais hâte de voir Thorpe, comment il allait jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ont aussi à apprendre à le connaître. Puis, j'ai pas été. Je m'attendais, quand on parlait de lui, à quelqu'un qui allait vraiment frapper, qui allait se démarquer par sa robustesse. Puis, j'ai été plus impressionné par juste ses atouts en général, comme son patin et tout ça, qui sortait beaucoup plus du lot. C'est ces 2 parties, là, puis on peut pas baser une opinion là-dessus, mais je pense que les gens le placent trop rapidement sur une 4e ligne, sur une équipe championne. Là. Comme j'ai l'impression qu'un joueur, un bon joueur, un bon agitateur, un bon joueur robuste, puis là, il y a 19 ans, puis je l'ai mentionné plus tôt, il s'habitue encore à son propre corps, mais
Un joueur qui domine physiquement. J'ai l'impression qu'il aurait traversé une coupe de prospects pendant cette partie-là. Je me rappelle Arbor Xhekaj, il y a une couple d'années, qui aujourd'hui il est dominant physiquement, selon moi, dans la Ligue nationale. Il avait l'air d'un gars qui venait de passer comme 10 ans en prison et qui jouait contre des Pee-Wee tellement qu'il était dominant physiquement. C'était pas nécessairement le cas de Thorpe, mais Thorpe, en dépit du fait qu'il n'était pas autant peut-être robuste que j'aurais imaginé, il s'est quand même très démarqué par son IQ. Puis ses 2 buts c'était 2 très beaux buts. Il m'a surpris aussi, mais pas de la façon que j'aurais pensé. Ouais, Thorpe, il est typique des gars qui grandissent assez vite, c'est-à-dire qu'il est un peu gêné dans son corps, un peu gêné de s'imposer vraiment violemment avec son physique, mais c'est la façon qu'il utilise sa force. Et quand même assez intéressante. Là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis ce qui l'aide beaucoup aussi, c'est ses enjambées là, qui permettent quand même d'être pas explosifs, mais quand même qui permettent de suivre la cadence. Assez intéressant. Ouais, c'est ça, exactement. Il a été à l'image de sa saison dans la CHL. Là. Il a eu une bonne saison, puis tu voyais que le potentiel est là. Moi, c'est pas un gars que j'avais beaucoup de notes dessus. Vu que c'est un overager, je m'en préoccupe un peu moins dans ce temps-là. Surtout qu'il n'avait pas été repêché. Mais je suis allé retourner le voir. Puis je comprends pourquoi il a été repêché. Puis c'est juste, c'est un bon guess. Puis tout le monde le voit. C'est quand même un bon guess. Mais il y a un an de plus vieux que tous les autres qui ont été repêchés cette année. Faut pas garder. Il n'y a pas 18 ans. Il vient pas d'avoir 18 ans. Il a 19 ans. Il était plus vieux que certains. Donc, ça donne un peu d'avantage, mais ça demeure que c'est quand même un bon camp. Parlons de Philippe Méchard. Méchard qui s'est confié auprès des journalistes qui trouvent qu'il aurait peut-être dû en donner un petit peu plus. C'est-tu quelque chose que vous avez observé vous aussi? Puis est-ce qu'on doit s'inquiéter de comment il est sorti lors de ces matchs-là? Il part-tu avec 2 prises au camp des Canadiens? Comment voyez-vous la performance de Méchard jusqu'ici? Écoute, il utilisait sa vitesse, il aimait ça avoir la rondelle, un peu de fantaisie de temps en temps, mais Méchard était Méchard, c'est-à-dire impliqué un peu partout, un peu en périphérie, quand même jamais vraiment loin de la rondelle, mais c'est jamais vraiment lui qui l'a. Mais ce que j'ai aimé, c'est ça, il a utilisé sa vitesse quand même en relance. Il a amené des rondelles au filet, mais c'était pas physiquement, c'est plus genre amener la rondelle en lançant ou bien en essayant de profiter de ses coéquipiers, mais c'est vraiment plus Kidney et Davidson qui étaient bons sur sa ligne. Kidney a vraiment eu au moins le deuxième match, là, il a été super efficace, je trouve. On voyait un peu le Kidney des bonnes années dans la LHJMQ. J'ai vraiment pas détesté sa game. Puis Davidson, c'est un gars qui est très appréciable, en fait, là, pour son style, là, malgré qu'il ait 76, le petit maudit. Dans le fond, il a été très opportuniste. C'est un gars qui est vraiment tout le temps bien placé. Il n'a pas nécessairement le meilleur patin, mais c'est vraiment un gars intelligent avec une bonne anticipation. Fait que quand il joue avec des joueurs comme Kidney et Méchard, qui est quand même capable de créer l'offensive, ben ça a quand même bien cliqué. Mais Méchard, moi, je n'ai pas de grande espérance là, sur Méchard depuis son repêchage. Puis je pense que c'est quand même assez répandu comme analyse, mais c'est trop tôt pour dire que c'est complètement un bust. Faut lui donner son temps. Puis c'est un projet de 5 et 9, 5 et 10, qu'on va voir cette année dans la Ligue américaine. Mais j'ai zéro attente. Là. Je pense qu'il faudrait qu'il garde son chandail de la Slovaquie en dessous de son chandail quand il joue. Parce qu'il a l'air incroyable à chaque fois qu'il est avec la Slovaquie. Puis finalement, il revient contre des joueurs dans la compétition nord-américaine. Puis on dirait qu'il n'a pas le même aplomb. Je pense que sa première game, on ne peut pas se baser sur ces games-là, mais après la première game, je pense que sa première game était décevante. Sa première game était un peu plus à l'image du joueur qu'il est. Je pense qu'il a généré des choses. Je pense qu'il y avait. On le voit, des fois, il y a des flashs parce qu'il déjoue 2 joueurs et bon moment de rondelle, puis après ça, il fait une passe à personne ou il rush un jeu. Donc, je pense qu'il y a un profil intéressant, mais il y a des atouts, des habiletés intéressantes, mais je pense qu'il manque un peu de saisonnement ou il manque quelque chose pour atteindre le prochain niveau de façon définitive. Là. D'accord avec toi. Quand je regarde l'alignement, messieurs, on voit là, il y a plusieurs. Il y a certains joueurs que c'en était leur premier match
tournoi des recrues, camp des recrues. Mais il y a quand même 2 vétérans, si on veut, dans l'alignement, en Emil Heineman et Sean Farrell, qui ont quand même 1 et 2 saisons de la Ligue américaine. Ben, 2 saisons Heineman, c'est à moitié, là. Mais il a joué SHL aussi. Est-ce que ces gars-là auraient dû en donner plus dans un contexte de tournoi des recrues comme ça, considérant toute l'expérience qu'ils ont déjà accumulée dans les dernières années? Je ne sais pas, Greg, si tu trouves que peut-être on aurait dû en voir plus de ces 2 gars-là. Ben, je pense que oui, genre, préférablement oui. Là. J'aurais aimé ça qu'ils sortent du lot et qu'ils aient l'air d'hommes parmi des enfants, mais je pense que quand on l'a repêché, je pense qu'il y avait beaucoup de fébrilité autour de Sean Farrell parce qu'il y avait des bonnes statistiques dans la USHL avec Chicago, des bonnes statistiques avec Hartford. Puis finalement, j'ai juste l'impression que c'est pas le type de joueur qui peut performer dans un trio 3-4 puis qui va pas nécessairement être assez bon pour suivre dans un top 6. Fait que j'ai de la misère à avoir sa chaise dans la Ligue nationale. Contrairement à un gars comme Heineman, que j'ai l'impression que s'il devient plus constant dans son apport physique, puis dans tout ça, je peux voir ce gars-là un peu plus. Si tu trouves une chaise dans la Ligue nationale, même si c'est pas comme un joueur un joueur important, un joueur top 6, là, je pense que il y a des outils. On l'a vu l'an passé en pré-saison ou dans quelques matchs où il était très impliqué, très physique, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi parce qu'il possède un excellent lancer quand il l'utilise. Donc ça pourrait, dans le meilleur des mondes, amener un peu de profondeur offensive s'il est capable d'aussi se démarquer par un jeu plus complet et plus constant. Mais oui, pour des gars qui sont nés la même année que Caulfield, là, je m'attendais à peut-être qu'ils dominent un peu plus que ça la compétition. Ouais, définitivement. Ça aurait pu être mieux, mais leur trio est excellent en échec avant. Il a créé beaucoup de chances de marquer. C'est un des seuls qui en créait vraiment constamment quand il était sur la glace. Beck était excellent, mais ces 2-là, dans le fond, Farrell et Heineman, c'est 2 joueurs qui ont été marqués aussi par les blessures, vraiment beaucoup dans leur développement. Heineman plus que Farrell. Farrell, il est vraiment caractérisé par son intelligence, mais un peu comme Charles Hudon, dans le fond. Moi, j'adore Farrell, tout le monde le sait, là, mais un peu comme Charles Hudon, tu vois qu'il domine, il va probablement dominer à ce niveau-là. Mais là, on commence à se poser des questions en maudit pour le step. Le step va être difficile parce que la rapidité, encore là, il n'a pas été le plus rapide. Vraiment pas le plus rapide. Oui, le sens du jeu, puis ralentir le jeu, c'est vraiment dans ses forces, puis distribuer la rondelle. Mais il faut quand même que tu l'amènes, la rondelle. Là, il créait aussi beaucoup de revirements dans ses back-checks. Il back-checkait, puis il levait le bâton, puis tout, quand un attaquant il était pas assez rapide ou il avançait pas assez le jeu. Mais ça, dans le national de hockey, ça arrivera pas tant que ça, tu sais. Fait que, non, je commence aussi à dropper un peu mes attentes sur Sean Farrell. Puis cette année-là va vraiment. C'est pas nécessairement la dernière chance, parce que je pense qu'il pourrait jouer un très bon rôle à Laval à long terme. Là. Mais tu sais, va falloir que ça aille bien cette année pour que vraiment il aille sa chance en haut. Parce que tu sais, l'année prochaine, là, il y a quand même 2 contrats qui finissent à portée de Dvorak, puis Evans qui finit au centre. C'est pas un centre, mais ça va ouvrir beaucoup de postes, selon moi, d'avoir des joueurs qui commencent à partir dans le bottom 6. Fait que, tu sais, Farrell, fort qui saute là-dessus au camp l'année prochaine, parce que cette année, oublie ça. Mais s'il y a une bonne saison en santé cette année, on verra. Pour Heineman, lui, tu sais, pour un camp comme ça, il a utilisé son lancer, échec avant, il a créé des revirements, mais ensemble, les 3 ont quand même cafouillé une fois de temps en temps avec la rondelle. Tu sais, c'était pas sharp nécessairement. Mais le dernier match, ça a été beaucoup mieux. Heineman n'a pas besoin de passer par le battage. Beck non plus. Farrell non plus. Fait que moi, je le vois premier trio à Laval. Puis Heineman, probablement le premier appel. Même Beck, là, s'il y a un centre qui se blesse, probablement avoir sa chance si ça va bien à Laval, ce qui devrait quand même bien se passer. Mais moi, si c'est le premier trio, deuxième trio à Laval, je serais très content parce que c'est possiblement un futur 4e trio dans le national si tout va bien pour Farrell. Mais tu sais, il est tellement intelligent que ça pourrait bien se passer, mais c'est les limitations physiques qui risquent de. Même Farrell, j'ai l'impression qu'avec Hudon,
pour revenir à ta comparaison, j'ai l'impression que Hudon, je l'aimais avec Montréal parce que j'ai l'impression qu'il était capable de s'adapter. Il était capable de s'adapter physiquement et amener beaucoup d'énergie. Puis pour l'instant, avec Farrell, je vois pas ce genre de tu sais, il joue avec de la hargne, il est capable, comme tu as dit, il a provoqué beaucoup de revirements, mais j'ai de la misère à le voir, tu sais, pas se faire bousculer puis pas avoir l'air d'un enfant en ce moment en jouant sur un quatrième trio. J'ai l'impression que, tu sais, la comparaison est loin d'être parfaite, mais s'il peut devenir un Alex Boré-Boulet qui domine dans la ligne américaine, qui est capable d'être complémentaire, tu sais, Alex Boré-Boulet a joué avec Kucherov puis Pointe, là, puis il est intelligent, il est capable de suivre, mais si tu le fais jouer, s'il avait joué sur une 4, parce qu'il a joué sur une 4 à Tampa Bay, il n'était pas à sa place. J'ai l'impression que ça se ressemble un peu dans la situation où est-ce que Farrell pourrait devenir une super vedette avec Laval, puis juste pas trouver sa chaise, pas capable de faire la transition vers la grande ligue. Parce que, dans le fond, Hudon et Farrell, les deux, mais sont juste remplaçables. Pour un quatrième trio, un troisième trio, t'as des gars qui sont plus rapides, plus forts, qui amènent des affaires plus défensives. Puis, ben, pour Hudon et Farrell qui ont plus d'offensive, mais pas assez de physique. T'sais, oui, Hudon était capable parce qu'il était obligé, parce que sinon, Michel Therrien ou peu importe qui le coach, il permettait pas de jouer, là. Mais c'est ça. Fait que, c'est comme des limitations dans leur jeu qui font en sorte qu'ils sont remplaçables et qui finissent tout le temps par se faire remplacer par des plus gros ou plus offensifs ou whatever. Fait que on verra. Mais Heinemann a quand même plus de chances de jouer dans le show à cause, comme tu as dit exactement, s'il se base sur son physique et est plus constant là-dedans, avec son shot, plus de chances de devenir un régulier que Josh Anderson, pas au même âge, mais en ce moment, mettons, j'aimerais bien mieux avoir un Heinemann que lui. Là. Florian Jacquet a fait honneur à son nom de famille en jetant les gants, ce qui a attiré l'attention du frère Harbour, Yes. qui a reçu les félicitations. On a toutes vu les images de Florian Jacquet. On connaît ses capacités de se battre. Mais sur la patinoire, Pascal, est-ce que Florian Jacquet t'a donné une bonne impression dans ce tournoi des recrues-là en prévision de la saison avec le Rocket de Laval? C'était le moins bon de son trio, mettons. T'sais, Thorpe a démontré beaucoup de choses. Stock a joué mieux qu'en NCA. T'sais, en NCA, quand t'es trop physique, tu pognes les 2 minutes. Là. Mais là, quand tu tombes dans ce genre de contexte-là, ou bien dans la ligne américaine de hockey, on dirait qu'il y avait un peu plus de jump dans son jeu. Puis c'est une des choses que j'ai reproché tout le long de son stage dans NCA, justement, qu'il manquait d'agressivité. Mais là, on l'a vu en échec avant. Défensivement, il était bon aussi. On le connaît pour ça aussi. Là. Mais créer l'offensive, ça ne change jamais sa force. Mais ça a quand même pas été si pire dans le contexte dans la fin de semaine. Mais pour Jacquet, écoute, on n'est pas les plus grands fans. Est-ce qu'il y a un futur sur une 4? Il amène quelque chose d'unique. Fait que possiblement que oui. Mais le patin n'était pas là en fin de semaine. Il n'a pas été mauvais comme centre. Mais moi, ça n'a pas été un plus ni un négatif dans sa fiche. Il a été comme je m'attendais vraiment. Là, fait que est-ce qu'il va jouer à Laval cette année? Il va être au camp. Il pourrait avoir sa chance. Est-ce que c'est le best pour lui? Je pense pas que ça sert. En tout cas, pour les joueurs de la OHL, je suis pas sûr que c'est le mieux que Jacquet y retourne parce que il est tellement dominant physiquement que c'est pas si pertinent que ça. Mais tout va dépendre de son camp à Laval. Sérieusement, il peut probablement. Tout va dépendre de son camp. J'ai l'impression aussi que les joueurs de la OHL, probablement, ils souhaitent qu'ils restent dans la HL, mais j'ai pas l'impression que. La HL est reconnue comme étant une ligue plus pour des bums qui veulent essayer de faire leur nom un peu. J'ai l'impression qu'ils se feraient challenger parce que c'est un Jacquet, justement, ça l'aide pas. Et les gens vont vouloir se faire un nom en disant je viens d'arranger le portrait à un Jacquet. Je pense que pour lui, se pogner contre des goons dans la Ligue américaine, je pense pas que c'est. Lui aussi, il va vouloir se faire un nom, il va vouloir dire que c'est pas juste le faire à Harbour, puis je pense pas que c'est la meilleure chose pour lui, mais comme Pascal l'a dit, ça va dépendre de son camp, mais je suis un peu réticent à. Je suis pas hyper confiant en son rôle, puis à qu'est-ce qu'il pourrait amener directement à Laval aussi, parce que je pense qu'il amène un côté intéressant. Puis à long terme, je pense qu'il peut être une belle option, surtout pour Laval.
Mais côté juste hockey en général, il a fait une belle passe sur un but de Thorpe. Mais une belle touche. Ouais, mais sinon, à part de ça, il avait l'air un peu à se battre avec la rondelle une couple de fois. Puis je pense qu'il pourrait peaufiner un peu ses habiletés. Je m'attendais, je l'avais pas vu jouer énormément. En voyant Arbor a quand même une aisance avec la rondelle. Il a quand même. Il y a du swag. C'est ça, il y a une aisance, il y a un bon patin pour un gars de son gabarit. Florian n'est pas encore à ce niveau-là. Puis c'est correct, je veux dire, c'est un choix de 4e ronde, mais même si ça devient un bon joueur de la Ligue américaine, ça va être un bon choix si on prend en compte il ne faut pas parler de où est-ce qu'il est repêché, mais ça serait une bonne valeur pour un joueur de 4e ronde pour l'organisation. Fait je ne suis pas prêt non plus à le placer à long terme dans un alignement possible du Canadien, mais je pense qu'il amène quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir, c'est sûr, comment on va gérer cette situation-là, parce que, Florian Jacquet, s'il retourne à Brentford, parce que c'est l'autre option qu'on a dans son cas, Brentford ont fait des acquisitions pour être quand même une équipe aspirante cette année. On est allé chercher Ryerson Linders, on a encore Nick Lardis, on a Jake O'Brien, qui est un espoir à surveiller pour le repêchage 2025. Fait que, on est allé chercher des gars pour être compétitifs l'année prochaine. Fait que c'est sûr que si on est pour garder Jacquet comme 13e, 14e attaquant, l'insérer de temps en temps. À Laval, tu parles? Oui, à Laval, on voudra peut-être le voir dans un rôle offensif d'une équipe aspirante aussi. Fait que l'option de la OHL serait quand même pas mauvaise. D'un autre côté, rester avec Laval, tu restes avec des professionnels, tu t'entraînes avec eux. Ouais. C'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Il n'y a pas de mauvaise réponse, je pense, nécessairement. C'est juste que si, mettons, il va à Laval, puis parce que Arbor, le mot d'ordre, c'était tu te bats pas. À Laval, c'était vraiment ça, tu te bats pas, puis tu travailles sur ton jeu. Il était blessé surtout, par exemple. Ça, c'est ce qu'on aura appris par après. Il y a ça. Il était blessé à l'épaule. Mais est-ce que ça pourrait être ça aussi pour Florian? Tu check, tu te bats le moins possible, tu n'as pas à répondre aux goons. C'est pas nécessairement pour l'instant, tu es un kid. Mais en OHL, moi, c'est la même affaire. Je dirais, check, tu te bats le moins possible. Faut que en ce moment, pour ta progression, faut pas que tu sois sur le banc. Faut que tu sois sur la glace. Fait que, c'est quand même moins battu l'année passée, puis il a essayé d'être plus discipliné, mais c'est ça, c'est discipline cette année, il faut qu'il travaille partout. Ouais, c'était un bon joueur, il avait comme 34 buts, je pense, l'an passé dans OHL. C'est quand même quelqu'un qui est capable de jouer dans OHL. Ouais. Puis, j'ai l'impression que c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que si il s'en va jouer directement dans la Ligue américaine, il va se développer plus vraiment comme étant un gars qui est habitué d'être juste un joueur de profondeur tandis que s'il retourne à Brentford, je pense qu'il va être plus en mesure de développer justement ce que je lui reprochais comme ses habiletés individuelles et tout ça. Il va peut-être être capable de trouver quelque chose qui pourrait le démarquer des autres agitateurs à long terme. Comme son frère. Son frère. Il joue jusqu'à 20 ans. Puis, je pense que si on le met tout de suite dans une chaise à Laval, je pense que ses habiletés individuelles il va avoir plus de difficultés à passer à un autre niveau, selon moi. Fort possible. Une petite dernière pour la route, messieurs. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. C'est sûr que le camp des recrues amène un lot de conclusions trop hâtives. On en parle souvent. C'est 2 matchs et là, c'est automatiquement, c'est fait. Ces gars-là, ils se positionnent dans l'échiquier et tout. C'est pas tout le monde, c'est pas généralisé, mais c'est comme on voit que c'est les plus vocales, là, c'est jamais genre le milieu, c'est tout le temps. Entre deux. Dans les deux, c'est quoi, c'est un bum ou bien c'est un dieu? C'est tout le temps ça. Ah, c'est ça. Puis je disais une dernière pour la route, mais je vais en avoir un autre à la fin. Je pense que la dernière question là, pour les pollers, ils vont être intéressants. Ils vont être intéressés à connaître votre opinion. Mais bref, ça tourne autour de Lane Hutson. Comment il a joué lors de ces 2 matchs-là. Évidemment, il est allé de highlights comme il est capable. Lane Hutson a été Lane Hutson quand même assez souvent. Mais je trouvais intéressant la prise de position de
de Max, ou Max sur Twitter, là, Max Tixador, qui écrit pour nous autres à l'occasion, surtout sur le hockey. Il a fait un petit thread, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je serais curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Parce que là, on regarde les performances de Lane Hutson dans ces 2 matchs-là, puis automatiquement, il y en a qui disent c'est inconcevable qu'il ne commence pas la saison à Montréal. Je suis quand même pas en désaccord, pas jusqu'au point qu'il y a un poste garanti, mais tu sais, moi, je suis de l'école que je serais pas contre qu'il aille dans la Ligue américaine, mais en même temps, tu sais, je comprends parfaitement l'idée de le faire commencer dans la Ligue nationale. Je veux juste pas qu'on le protège pendant toute une saison. Il faut qu'il joue aussi. Il ne faut pas juste qu'il soit un joueur protégé. C'est ça, exact. Max écrivait sur Twitter que Hutson, c'est un showman. Dès qu'il y a la rondelle, les gens se lèvent de leur siège. On en a parlé avec Kev Dubé l'année passée sur le podcast. Même dans NCAA, c'est ça. Il y a la rondelle, les gens, il y a un attrait quand Lane Hutson est en possession de la rondelle. Mais Max mentionne qu'il y a beaucoup de jeux où si c'était pas Lane Hutson qui était écrit dans le dos, les partisans auraient été en colère contre lui. Puis il se demande, un match de prospect, c'est fait pour essayer des choses et tout, on comprend ça, mais dans des matchs où le résultat compte, dans des matchs où, là on l'a vu au tournoi de golf, cette année, on veut être de la course aux séries, dans des matchs qui sont très importants, est-ce que certains jeux de Lane Hutson dans le tournoi des recrues auraient lieu de recevoir des critiques, disons-le ainsi? Ben, je pense que si quelqu'un il va s'adapter avec le temps. Là, nécessairement, je pense que c'est aussi difficile à dire parce que sur un powerplay, j'avais tout le temps peur ça avait un peu l'air trop beau pour être vrai. Je me disais tout le temps, il va essayer d'en faire trop, il va perdre la puck, il va voir les scores en échapper. Puis c'est pas vraiment un problème qui est arrivé. Mais il est habitué de tout faire, d'aller la porter lui-même dans le filet. Puis je pense qu'avec le temps, à Montréal, c'est pas la même chose d'ignorer une demande de passe de Emil Heinemann sur un powerplay que d'ignorer Cole Caulfield ou Patrick Laine. S'il ignore ces gars-là et qu'il fait des tourniquets, des spinoramas à ligne bleue, ça va être différent que là, qu'est-ce qu'il faisait, de pas nécessairement passer la rondelle ou d'essayer d'en faire trop. Fait que pour moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il va s'adapter. Jusqu'à maintenant, il n'a pas causé de revirement. Puis, même dans les games à Détroit, contre Détroit en fin de saison, il se la passait entre les jambes devant Patrick Kane. Puis, je veux dire, il n'avait pas l'air trop stressé. Il passait à la puck. Il était pas. Il fait un show, mais j'ai pas l'impression qu'il en fait trop non plus. Puis, par rapport à si c'était quelqu'un d'autre, on réagirait différemment. L'affaire avec Lane Hutson, c'est qu'il n'y a personne d'autre vraiment depuis Piqué souvent avec le Canadien fait ce genre de jeu-là. Fait c'est vraiment difficile à dire parce que c'est tellement nouveau pour nous. En tout cas, pour moi, c'est tellement quelque chose d'unique que même Mike Matheson, qui est comme un très bon producteur de points, il fait pas ce genre de jeu-là. Il n'est pas ce genre de joueur-là. Fait que c'est difficile à dire que si c'était quelqu'un d'autre, je réagirais différemment parce que si mettons, Jayden Struble faisait ça, là, je sais même pas, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce que je ferais parce que je sais qu'il ferait pas de spinorama passe en arrière du dos puis tout ça. Fait que, pour moi, pour l'instant, je fais juste apprécier le show qu'il nous donne. Puis, mettons qu'on est rendu dans des matchs importants puis il perd la puck à la ligne bleue. Je vais réagir différemment, oui, mais là, pour l'instant, là, je peux pas vraiment me plaindre de ce que j'ai vu de Lane Hutson. Puis, tu sais, il y a vraiment une façon unique de déjouer des joueurs. Les mouvements qu'il fait avant que le contact ou que l'affrontement arrive, que le puck battle arrive, c'est unique à Lane Hutson. Il n'y a personne vraiment qui fait ça de même. Datsuk était super bon aussi, mais c'était complètement une autre stratégie qu'il faisait comparativement à Lane Hutson. Puis, moi, c'est un peu pour les spinoramas, c'est vrai qu'il en fait des fois 2 ou 3 trop, puis là, il arrive, puis en fin de compte, il n'y a personne qui est allé dans les lignes de passe, fait qu'il faut qu'il en fasse d'autres des feintes. Et quand il va jouer avec des joueurs de la Ligue nationale de hockey, il va en avoir des gars libérés. Il va jouer, oui, il va jouer contre la meilleure opposition, mais il va jouer aussi avec des meilleurs joueurs. Ça va énormément l'aider à ce niveau-là, à mes yeux, puis on l'a vu quand même contre Détroit, tu sais. Il n'y avait pas besoin de faire si feinte non plus à la ligne bleue
en tournant en rond sans faire progresser ou bouger la rondelle. Ça n'arrivait pas. En fait, c'est arrivé parce que les joueurs, ils comprenaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Veux pas, c'est ça pareil, là. Fait que c'est un peu comme, mettons, un gardien de but qui est vraiment spectaculaire, qui comme, mettons, Fleury, mais c'est parce qu'il est souvent en retard sur un jeu, mais il est déporté. Fait que, tu sais, il faut qu'il n'a pas le choix de faire des arrêts spectaculaires parce qu'il est souvent en retard sur un déplacement ou whatever. Comparativement à Price, que c'était pas le cas. C'était pas un gars spectaculaire parce qu'il n'y avait pas besoin. Il était tout le temps bien placé et utilisait son corps. Mais là, Hudson, en jouant contre du monde un peu moins bon que lui, mais qui ne va pas, fait qu'il n'y a pas le choix d'être spectaculaire. Chris, il faut qu'il crée des lignes de passe évidentes pour que le monde aille dedans. Fait que oui, il y a ça aussi qui joue sur l'évaluation en fin de semaine. Il n'y a rien de cané pour lui, mais je vois pas pourquoi il n'atteindrait pas la nationale de hockey de cette année. Il n'y a personne qui est capable d'offrir ce qu'il peut offrir. C'est trop facile de le mettre direct dans le bain, de le protéger un peu au début, puis pour éventuellement l'avoir à 5 contre 5 tout le temps. Là. Fait que le Martin Saint-Louis, selon moi, voit ce gars-là avec l'écume sur le bord de la bouche, dans le sens de genre, hey, j'ai tellement hâte de travailler avec ce kid-là à créer des attaques ou whatever en avantage numérique. C'est Saint-Louis à cette heure qui va s'occuper d'avantage numérique. Là. Fait que ça va vraiment être intéressant à voir. T'sais, ça, je dis, il n'y a rien de cané, mais je le vois pas à la balle. C'est pas en fin de semaine que ça a confirmé. Là. Je le vois pas là. Je serais pas contre, ça me dérangerait pas. Là. Mais je pense que vraiment, il va profiter beaucoup de jouer contre des gars NHL. Avec qui? On verra. J'ai l'impression qu'on va vouloir Si c'était juste de moi, j'ai l'impression vraiment on va favoriser Savard. Là. Parce que j'ai l'impression que ça va être difficile pour lui de. C'est parce que mettons qu'on garde Goulet à droite avec Matheson, j'ai l'impression que c'est comme à quoi on s'attend. On va pas vouloir le faire jouer avec un Byron ou un Mailloux ou un gaucher qui joue son off-wing ou le côté opposé. Fait que j'ai l'impression vraiment que. Je pense que c'est avec lui aussi qu'il joue contre Détroit. Je pense que pour l'instant, c'est le partenaire idéal pour. C'est la logique. Tu sais, Savard a quand même des compétences offensives. Tu sais, c'est pas nécessairement un pied de céleri. J'allais dire un 2 de céleri. Hein? Un 2 de pique. Il y a sa fin de Savard. Il y a sa fin qui marche tout le temps. C'était tout le temps, c'est fou, pareil. Le monde au banc sont tout le temps oh, que ça arrive, tu sais. Mais oui, je pense que ça serait le partenaire idéal, puis logique pour Hudson. Puis je pense que ça va arriver très tôt en pré-saison, puis dans le camp, que les deux vont être mis ensemble. Il va sûrement avoir un match blanc contre rouge. Là. C'est clair que ces deux-là vont être ensemble, puis Mailloux va probablement être avec Strobel, parce qu'ils ont été vraiment, vraiment bons à Laval ensemble. Fait que, ça va être... on va voir, mais je veux pas non plus le voir avec un gaucher à droite, là, avec Strobel ou bien avec Goulet. Goulet, ça sera pas dégueu, mais Jacky, ouais, c'est ça. Puis Barron, c'est encore pire. Barron, en tout cas. Fait que non, voilà, Matt. C'est tout. Solide. Dernière petite question qui m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus. Puis je suis sûr qu'il y a plusieurs poolers qui seraient intéressés d'avoir votre opinion là-dessus. Puis c'est à propos d'espoir des Leafs. Fraser Minton, Easton Cowan. Est-ce que, selon vous, ces deux espoirs-là ont des chances de commencer la saison à Toronto cette saison? Oui. Ben, surtout Cowan. Puis, je veux dire, même Minton, l'an passé, il a commencé. Je pense qu'il a joué une couple de 6 parties, je pense. Puis oui, Cowan aussi, il y a de la place à gauche, surtout. Là. Ils ont signé Robertson, mais il y a quand même des rumeurs qui disent qu'il va se faire échanger. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'options à gauche, puis Cowan amène quelque chose qui manque, justement, même si, je veux dire, c'est une équipe qui est reconnue pour avoir beaucoup de talent offensif, mais je pense qu'il y a de la place pour Cowan. Puis, je veux dire, Minton, c'est plus un gars que je vois qui aurait des responsabilités plus 3e, 4e trio pour commencer, surtout. Là. Je pense qu'il est capable de s'adapter à ce genre de rôle-là. Puis, je pense que c'est très réaliste de penser qu'il pourrait avoir un autre essai avec Toronto, les deux, ou un des deux, whatever, selon leur camp. Je pense que c'est très réaliste. Ouais, puis tu sais, c'est ça, Toronto, ça va être important pour eux autres d'avoir du cheap labor talentueux, puis hargneux qui amène vraiment de quelque chose de concret sur la glace. C'est un peu comme Matthew Nice, tu sais, c'est ce genre de joueur-là
pour les livres, c'est ça qu'il leur faut pour C'est se le rendre loin contrat en série. d'entrée. Ouais, Puis, c'est ça. Enfin, pour eux autres, sérieux, là. Ouais, puis tu sais, on les a vus hein, quand ils ont marqué leur but. Moi, c'est ça, j'ai pas eu le temps malheureusement de regarder les matchs, mais j'ai été capable de pogner les tirs de barrage. Puis tu voyais Minton, Cowan, un petit peu célébration. cocky avec la foule. Écoute, Correct. c'est ce que ça prend avec les Leafs, pareil. Ah oui? Un peu de rugosité. Ça prend un peu de papier sablé dans cette équipe-là. Puis Matthew Knies, il l'amène. Puis je vois pas pourquoi on pourrait pas greffer des gars comme ça, justement, avec les vétérans qu'on a ajoutés récemment. Fait que ça va être intéressant à suivre, assurément. Là. C'est pas Reeve qu'il leur faut, là. Non, c'est ça. C'est pas ça qu'il leur faut, Toronto. C'est des gars talentueux qui amènent la robustesse, puis qui amènent l'attitude, puis tout, là. Fait que... Le meilleur cadeau qui aurait pu arriver, ça aurait été d'acquérir Matthew Tkachuk, mais bon, ça c'est. Ça aurait été, il aurait été béni des dieux en faisant ça. Ou un bon gardien. Ouais, mais ça, ouais. Ça, ils sont pas c'est capables. autre histoire. Ils sont allergiques. Ça sera pas yard mieux cette année avec Joseph Woll puis Stolarz et Ouais. Matt Murray. Mais ils vont quand même finir en haut dans la colonne des points, dans le classement dans l'Est, mais ça joue en série. Exact. Alright. Greg, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Super intéressant. Belle discussion sur le camp des recrues, le tournoi des recrues du CH. Pascal, merci encore de ta présence, comme d'habitude, fidèle au poste. Yes. Merci au Patreon d'embarquer dans notre projet. On a le Linka qu'on va parler bientôt sur le podcast. J'ai bientôt terminé mes visionnements du Linka. Fait qu'on va parler. On va commencer pas mal notre contenu, Pascal, du repêchage 2024 dans pas long. Nos Game Reports qu'on commence à travailler là-dessus pour nos membres Patreon. Fait que vos commandes vont être acheminées par courriel. Fait qu'on a déjà hâte de tout travailler là-dessus. Donc voilà. Greg, on te suit sur les réseaux sociaux. Grégory Hamel sur Twitter. Sonder NHL sur Instagram et sur YouTube pour tes excellents montages. Lâche un petit like sur la chaîne en passant. C'est toujours apprécié, je suis pas mal sûr. Même chose pour la chaîne de Tout sur le hockey. Des petits pouces, c'est toujours bien apprécié. Donc, merci à tous d'être au rendez-vous. Puis on se revoit évidemment dans un prochain épisode.